Voilà, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à Saïd Felak, journaliste à Canal Algérie, qui a notamment officié auprès du buteur et de la chaîne El Hadaf. Bienvenue Saïd, ainsi que Amin Pour Tirman, l'invitation. directeur de la communication aussi de l'USM Alger, qui a officié aussi en tant que journaliste à Jazair TV, une chaîne algérienne, et Victor Vandelberg, aussi journaliste à SoFoot, ainsi que correspondant aussi à Vaucluse de matin. Donc voilà, je suis très heureux de faire cette vidéoconférence avec vous pour évoquer un thème qui va rapprocher encore un peu plus la relation entre les journalistes et les entraîneurs. Donc c'est la relation des médias et des entraîneurs qui sont parfois houleux, compliqués. Et c'est pour ça que j'ai envie de débattre ce soir avec vous pour me donner un peu vos impressions. Moi, je vous donnerai les miennes en tant qu'entraîneur aussi. Et voilà, j'ouvre la parole à chacun. Donc, vas-y, Amine, commence un peu le débat et on y reprendra chacun. Alors bonsoir Nabil, bonsoir Saïd, bonsoir à Victor aussi. Bonsoir. Donc déjà Bonsoir. félicitations pour cette initiative Nabil. C'est une bonne chose en ce confinement. J'ai dit déconfinement parce que le déconfinement a commencé aujourd'hui en Suisse, mais je suppose que c'est pas encore le cas en France et en Algérie. Donc et avec le mois de Ramadan aussi, d'ailleurs on souhaite Ramadan Mubarak à tous les musulmans. Donc, je te félicite pour cette initiative et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Et puis, par rapport à ce sujet, ouais, je pense que déjà pour commencer mon introduction, je pense que la relation entre l'entraîneur et les médias, je pense que c'est un outil de travail. C'est exactement comme tous les moyens pédagogiques dont ils disposent, quoi. L'entraîneur, les médias et la presse, ça doit être un outil de travail autant important que les autres pour un entraîneur de football. Exactement. Eh ben, à toi, Saïd, je te donne la parole. Et après, on débattra un peu. Parfait. Donc, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de revoir quelques amis à moi. Donc, c'est une bonne opportunité pour nous d'en parler et il a bien fait de le dire justement Amine. Moi, si je dois résumer un petit peu le sujet, je dirais que quand ça gagne, tout va bien et quand ça perd, tout va mal. Donc, quand moi, à travers mon expérience sur le terrain, encore plus en Algérie, même, je dirais, même quand l'équipe nationale jouait, donc ça ne concerne pas uniquement le football algérien en soi, mais quand il y a victoire, automatiquement, il y a une bonne entente avec tous les acteurs de l'équipe victorieuse, y compris le coach. Et la semaine qui suit, tout va bien à l'entraînement aussi, donc on peut couvrir de manière assez facile, je vais dire, les séances d'entraînement et même pour les interviews. Après, quand ça perd, quand c'est un match, évidemment un match crucial ou un match déterminant ou un match derby. Amin Tielman le sait très bien quand c'est Usma Mouloudia, car au vaincu. Donc à un moment donné, quand vous perdez ce match-là, l'entraîneur évidemment fait la tête. Bon, après, des fois, on comprend. Moi, en tant que journaliste, je peux comprendre qu'il y ait cette déception et qu'on n'a pas forcément envie de s'exprimer aux médias ou même d'échanger avec les journalistes. Parfois même, les questions peuvent être provocantes, mais provocatrices. Donc, mais dans l'ensemble, c'est ça. J'arrive pas à comprendre un petit peu la mentalité de certains entraîneurs, que ce soit même à l'étranger. Hein. Donc, quand ça gagne, donc ça répond aux questions, et quand ça perd. Donc, je résume beaucoup plus le débat et le sujet en cette phrase. D'accord. D'accord. Eh bien, je te donne la parole, Victor. Après, je répondrai à Saïd parce que c'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Yes. En tout cas, ouais, déjà, bonsoir à tous. Hein, et c'est un plaisir aussi de trouver à cette petite discussion par Nabil sur les médias et le rapport entre les médias et le foot. Moi, Nabil, quand tu m'as parlé de ce thème, et c'est assez intéressant parce que ce qu'on dit Amine et Saïd, finalement, ça nous fait arriver sur l'une des pistes de réflexion moi que j'avais, la principale, c'est qu'en fait, le journalisme sportif et le football sont finalement ces deux mondes intimement liés, en fait. Ils se font qu'un. Et c'est assez spécial parce que dans le sens où en fait l'un et en fait
dans le sens aussi, voilà, le club a besoin des médias pour faire parler de lui et faire parler de ses performances, comme les médias ont besoin de clubs pour pouvoir continuer à écrire des articles. Et c'est sûr que voilà, enfin c'est pour ça que c'est très intéressant pour un club, je pense, d'avoir je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais d'avoir en tout cas une cellule, un pôle communication au niveau des journalistes de relations presse, par exemple les attachés de presse, afin de pouvoir être le plus disponible vers les journaux lorsqu'il y a des demandes d'entretien. Nous journalistes, quand on fait des demandes, c'est appréciable d'avoir voilà, on a un planning, on a des horaires de bouclage à respecter, donc en fait il faut que ce soit quand même assez carré. Et les prises de rendez-vous, tout ça, c'est plus agréable, c'est facile, on a la réponse du club en face pour pouvoir tout de suite travailler dans les bonnes conditions. Et le problème, c'est que cette je pense qu'elle pénètre en fait cette proximité-là en fait fait que les clubs se confondent les médias avec comme si ça faisait partie de sa communication en fait. Finalement là seulement moi je vois ça pour informer finalement, mais c'est pas là pour faire la communication au sens comme le club pourrait faire sa communication sur les réseaux avec ses comptes officiels. Le journaliste, lui, est là pour informer. Et c'est intéressant parce que c'est ce que dit Saïd. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, je crois que c'était assez récemment, il y a le PSG qui avait refusé l'accès à une conférence de presse à l'équipe parce qu'il y avait des articles qu'il n'aurait pas pris. Et du coup, il s'était positionné comme ça en disant nous, en fait, ils étaient dans l'attente de quelque chose. Et en fait, en lisant un article qui n'avait pas plu au PSG, le PSG a refusé l'accès à la conférence de presse. Je me souviens très bien. Et donc, voilà, c'est quelque chose. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à nos homologues ici présents, mais en tout cas, ça soulève cette part. Il est important quand même que chacun des deux personnages, en fait, reste à leur place, quoi. Et c'est ce qui garantit aussi la liberté et aussi la liberté d'informer et aussi l'indépendance du journaliste, en fait. Voilà, le journaliste n'est pas là pour au club. Voilà, ça, c'était un des exemples que je voulais soulever qui est assez marquant, en fait, sur cette proximité que peuvent avoir les médias avec les clubs de football. Est-ce que ça induit? D'accord, très bien. Mais de toute façon, tous les cas, je pense qu'on va se rejoindre sur une chose importante, c'est que le football, il a énormément évolué dans tous les sens. Hein. Je ne parle pas du côté technique, mais il a évolué beaucoup au niveau médiatique. Et on est d'accord pour dire que les médias, c'est un acteur essentiel pour son développement. Et il y a beaucoup d'argent dans le football parce que les médias, ils y sont pour quelque chose. Et ça, j'en suis conscient en tant qu'entraîneur. Et c'est vrai que ça donne peut-être des mauvaises opportunités, dirais-je, par rapport à certains journalistes qui abusent un peu de leur pouvoir. Et j'aimerais que vous m'y répondez chacun. Là, moi, nous, en tant qu'entraîneurs, on est vraiment conscients que les médias sont très importants parce qu'aujourd'hui, tout cet argent, toute cette masse salariale, elle est quand même engrangée grâce aux médias. Hein, parce que les droits télé, ça représente pratiquement 50% du budget d'un grand club. Donc, c'est vrai qu'on doit reconnaître que les médias, c'est vraiment un acteur essentiel, comme les supporters aussi du football moderne et du football pour le futur. Et je vais vous poser une question un peu. C'est vrai qu'il y a certains entraîneurs, mais pensez-vous pas est-ce que l'entraîneur aussi, il est capable d'engendrer toute cette pression seul? Est-ce que vous ne pensez pas que l'entraîneur, il a besoin aussi d'avoir un soutien psychologique en ayant un staff technique beaucoup plus étoffé pour affronter toutes ces choses? Ça, c'est une question que je vous pose à tous les trois. Hein. Saïd, tu peux commencer puisqu'on a démarré comme ça tout à l'heure. Je pense qu'il est clair que c'est quand il y a cette pression autour d'un club, logiquement, il n'y a pas que l'entraîneur qui doit la subir. Ça, on est d'accord sur ça. En Algérie, si on doit parler de l'Algérie, c'est que, et tu as travaillé en Algérie, tu as pu le constater, Nabil, c'est quand tu parles d'un staff étoffé. En Algérie, on ne peut pas parler de staff étoffé parce que automatiquement, ça va revenir cher au niveau des salaires. Premièrement, on n'a pas cette culture encore en Algérie d'avoir un staff étoffé. Moi, je peux comprendre que le supporter ne puisse pas comprendre justement cela, mais quand c'est des dirigeants de clubs qui ne comprennent pas l'importance d'avoir un staff étoffé, là, on peut se poser des questions. Aussi, par rapport au fonctionnement des clubs, peut-être, c'est pas parce qu'il est présent avec nous, mais Amin Tierman a longtemps travaillé à l'USM Alger, qui, pour moi, le club le
qui a été et qui reste le plus professionnel possible en Algérie, puisqu'il avait une structure assez solide au niveau même de sa direction. Je parle même de l'ancien président, hein, quoi qu'on en dise sur lui. Donc, il avait un petit peu mis en place un stratagème, une structure bien assez, disons, semblable à ce qui se fait, notamment peut-être en France, si on prend les clubs français. Et Amine, peut-être il est mieux placé que moi pour en parler. Il gérait tout ça. Par exemple, l'USMA, c'était une communication assez contrôlée. Les joueurs ne parlaient pas tous les jours, ne participaient pas, par exemple, de manière anarchique au plateau de télé et tout ce que cela engendre en Algérie, puisqu'en Algérie, contrairement peut-être aux pays européens, quand on invite un joueur, on a cette tendance à tout faire pour créer le buzz, peut-être plus qu'il n'en faut. Donc, à un moment donné, l'USMA a su contrôler tout ça, contrairement à d'autres clubs. Mais si on doit parler justement de rôle des médias et même des clubs ou même de l'entraîneur, un coach doit un petit peu se fondre dans la nature d'un club. Donc, à un moment donné, quand on est coach à l'USMA, on est obligé, avant un match, de se présenter en conférence de presse, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Ça, tu as tout à fait. Ça fait partie des statuts des entraîneurs. C'est une obligation pour nous de se rendre en conférence de presse. Après, je te rejoins quand tu me dis que certains ne le font pas. C'est pas normal du tout, parce que moi, j'ai jamais refusé j'ai jamais refusé, que ce soit la défaite ou la victoire, de recevoir les journalistes. Et ça, tu as raison de le signaler. Parce que c'est vrai qu'en Algérie, ça se passe trop souvent. Parce qu'on n'est pas encore dans le professionnalisme. En Algérie, la plupart des clubs, on va dire 80% des clubs, avant cette année, je pense, il n'y avait pas de cellule de communication, il n'y avait pas de département de communication, de service de communication dans les clubs. Donc, c'est des présidents qui sont vraiment d'une manière amateur, à l'ancienne, qui s'en foutent un peu de cet aspect. Et puis, deuxièmement, donc les journalistes trouvent les pires difficultés pour qu'ils puissent avoir l'information donc crédible et puis communiquer avec le club pour pouvoir faire des interviews, pour pouvoir se présenter à l'entraînement, pour faire couvrir un entraînement ou couvrir un reportage ou quoi que ce soit. Et puis l'autre problème, c'est que la mentalité du journaliste algérien, à partir du moment que ça n'existait pas, ces structures de communication dans les clubs, à partir du moment que ce n'est pas structuré, les journalistes, ce qu'ils font, j'allais dire ce qu'ils faisaient, mais ce qu'ils font toujours avec beaucoup de clubs, c'est qu'ils se présentent à l'entraînement sans autorisation, sans au préalable appeler ou contacter le club, sans l'informer, et puis ils se présentent à l'entraînement et ils commencent même à faire des interviews aux joueurs sans l'aval de l'entraîneur et sans l'aval des dirigeants du club. Après, je ne parle pas de tous les journalistes, mais la plupart, malheureusement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. En sachant que, contrairement à la France ou ailleurs, en Algérie, il existe une trentaine de médias aujourd'hui, médias lourds, et les trentaines de médias font les mêmes couvertures. C'est ça qui rend encore plus les choses compliquées. Il y a une seule chaîne sportive à 100%. Mais par contre, la presse écrite, ils sont présents. Toutes les autres chaînes généralistes et d'information générale, l'équivalent de iTélé, par exemple, en France, ou BFM, font la même couverture que la presse qui est supposée être sportive. Donc, ça rend les choses compliquées aussi pour le club. Cette surreprésentation des médias un peu en Algérie, est-ce que finalement, parce que moi, par exemple, quand je travaillais au Vaucluse Matin, c'est les éditions Vaucluse du Dauphiné Libéré, c'était un de mes collègues qui suivait du coup l'OM, et on était donc sur le terrain de la Provence. Et donc, c'était une vraie bagarre. Il fallait avoir l'info avant la Provence, en fait. Quelque chose qu'on arrivait rarement à faire parce qu'on n'avait pas le même nombre de journalistes déployés à la commanderie. Et donc, déjà, 2 journaux en concurrence, ça créait quand même il y avait quand même des histoires sur, voilà, il fallait avoir l'info avant l'autre. Donc, alors, non, mais c'est clair. Que le climat dans lequel les clubs doivent vivre. Et c'est vrai que ça, c'est problématique parce que je suppose, du coup, qu'il y a la course un peu au buzz, entre guillemets. Et voilà. Mais ça, c'est vrai que finalement, c'est un peu en France, c'est quelque chose qui se remarque aussi parce que, par exemple, là sur Internet, avec tous les sites, ils sont quand même nombreux sur Internet à faire de l'information au niveau du foot. J'ai pensé à cet article. C'était France Football qui, en 2016, avait annoncé le retour de Bielsa parce qu'ils en avaient déduit, en fait, que comme Gérard Lopez avait probablement annoncé le rachat de l'OM,
ils en avaient déduit que comme Gérard Lopez avait dit que s'il rachetait l'OM, il viendrait avec Bielsa, alors Bielsa allait revenir à l'OM. Et donc, du coup, ça avait été faux, en fait, parce que finalement, il était allé à Lille. Et voilà, ça, en plus, pour un journal, c'est quand même c'est très dangereux, en fait. La question que je voulais te poser, Amine, c'est que bon, quand tu étais à l'USMA d'Alger, tu as essayé de structurer les choses en mettant un organigramme au niveau de la communication. Toi, en tant que responsable de la communication, tu as bien défini les choses avec un attaché de presse, avec des conférences de presse qui étaient définies par rapport à l'aval de l'entraîneur et de la direction. Donc, j'aimerais que tu nous en parles un peu pour savoir, en Algérie, pourquoi on est en retard là-dessus. Pourquoi la communication, elle est trop difficile? Pourquoi les journalistes, ils n'ont pas accès à l'information comme ils veulent? Et pour quelles raisons les dirigeants ne prêtent pas d'attention à une communication saine? Parce que ça leur ouvrirait les portes du sponsoring, par exemple. Je vais essayer de faire vite et je ne sais pas si Saïd, en tant que journaliste local, il va me contredire sur certains faits ou pas, mais je vais essayer de faire vite. La première, c'est déjà la pression populaire dont on parle. Donc, le supporter algérien a, depuis 30 ans, je pense, parce que ça n'existait pas dans les années 70-80, c'est depuis les années 90, depuis l'apparition de médias sportifs et tout, il a tendance, le supporter algérien, à vouloir trop d'informations sur son équipe. Donc, il y a la pression de la presse, la pression de vouloir avoir l'information, la pression de vouloir avoir quelque chose qui fait le buzz et l'exclusivité. Vous n'avez pas, en Algérie, on n'a pas 1 ou 2, 3, 4 journalistes qui appellent. Nous avons une trentaine de journalistes qui appellent quotidiennement. Et attention, il y a 2 médias qui sont en compétition avec le buteur Al-Hadaf, qui sont des médias 100%, ce ne sont pas des médias sportifs, ce sont des médias de football. C'est des quotidiens 100% de football. Un journaliste de l'USMA, qui est un club très populaire, est obligé de rédiger 1 page ou 2 sur l'USMA. Alors, les journalistes du Mouloudia, ceux qui couvrent quotidiennement les activités du Mouloudia, doivent rédiger 2-3 pages sur le Mouloudia. Alors, il y a une information qui est importante. Une deuxième information qui est importante. Le reste, il va un peu faire ce qu'on appelle du remplissage. Je suis passé par la presse écrite et Saïd aussi. Et c'est un peu le cas, même si Saïd était plus concentré sur l'équipe nationale durant sa carrière, la majeure partie de sa carrière. Et du coup, il n'avait pas à rédiger 2 pages, quoi. Mais, et du coup, voilà. Donc après, l'autre problème, c'est que, donc, du coup, les journalistes, quand on a, par exemple, je vais vous raconter une anecdote rapidement. La première fois que j'ai essayé d'asseoir cette organisation, dans le sens où, après les matchs, les journalistes n'avaient pas le droit de faire des interviews sur la main courante aux joueurs. Il fallait aller en conférence de presse ou en zone mixte, après que les joueurs prennent leur douche. Ou bien, voilà, quoi, pas sur le terrain. J'ai dit, sur la main courante, il n'y avait que le NTV, qui est l'équivalent de Canal+ ou beIN Sport, donc le détenteur de droit de retransmission des matchs en Algérie, qui avait le droit au beIN Sport de faire les interviews sur la main courante. Et bien, pas mal, certains journalistes n'ont pas apprécié. Ils m'ont dit, nous, on est en retard, on doit rentrer chez nous. Voilà, on fait les interviews sur le terrain un peu anarchiquement. Pour vous dire que dans la mentalité, dans la culture, le journaliste n'était pas prêt à ça. C'est avec le temps qu'il s'est habitué. L'autre problème, et je vais vous surprendre encore plus, je vais même vous choquer, il y avait un manager général à l'USMA, dont je vais taire le nom. Voilà, j'espère on n'est pas là pour polémiquer. Mais un manager général, pour donner un indice, qui n'avait pas trop l'expérience de gestion dans un club. Il a toujours été dans le staff technique d'autres clubs. Je pense que Saïd a une idée. Le jour où on a essayé de faire ces zones mixtes, je lui ai dit, en tant que manager général, tu dois m'aider pour inculquer cette mentalité aux joueurs. Parce que même le joueur, attention, même le joueur, il n'a pas l'habitude que ça soit organisé. Le joueur ne veut pas parler. Mais il ne sait pas que si on organise mieux, ça lui permet de ne pas trop parler, de ne pas avoir la presse au parking du stade. Parce que, Victor, il faut que tu saches que dans les parkings du stade, ils ont une trentaine, une quarantaine, enfin une vingtaine, trentaine de journalistes qui accostent les joueurs à la fin du match. Un match important. Vous voyez, donc c'est vous dire que après le journaliste, c'est pas bien non plus pour lui parce que c'est pas professionnel de le faire dans un parking. Il voudrait le faire dans de meilleures conditions. Donc on a essayé de faire ces zones mixtes qui n'existaient pas avant, à part chez l'équipe nationale. Chez la fédération, ça existait depuis un certain moment. Puis le manager de l'USMA, il m'a dit c'est pas une chose importante, laisse-les faire au parking et puis on n'est pas obligé de faire des déclarations. Après Amine, vas-y, je te laisse terminer, après je vais intervenir sur une chose. Il me dit ce n'est pas important de faire des interviews après les matchs. Donc, c'est pour te dire que j'étais personnellement confronté à beaucoup de… Donc, il y a la presse qui ne comprend pas, il y a les supporters qui demandent plus, il y a le club
qui ne comprend pas non plus cette organisation, les joueurs qui ne faisaient pas assez d'efforts pour que ça soit mieux organisé. Donc, franchement, ça a été un peu difficile. Mais il faut faire ça. Il faut que tous les clubs aient des services de communication comme ça pour que tout le monde s'imprègne de cette culture et ça devienne comme cela se fait. C'est clair, mais Saïd, je vais te poser une question, Saïd. Toi, tu es sur le terrain, tu étais ici sur le terrain avec Amine. Et c'est vrai que, est-ce que tu penses que les dirigeants du football en Algérie donnent les moyens de bien recevoir le journaliste? Aujourd'hui, est-ce que le journaliste il peut bien filmer un match? Est-ce qu'il dispose d'une salle de conférence de presse? Est-ce qu'il dispose d'une salle de réunion? Et ça, c'est vrai que peut-être que ce problème fait que l'anarchie, elle est toujours là. Moi, pour te répondre, Nabil, le problème, des fois, dépasse le club en lui-même. Tout est une question d'infrastructure. Moi, je le dis, je le redis. Voilà, le problème en Algérie, on est d'accord. On n'a pas les stades modernes qu'on retrouve pas forcément en Europe. Hein. Moi, je parle de… Je me souviens de t'avoir vu au Vélodrome. Tu étais très étonné. Ben oui, j'ai fait le Vélodrome, j'ai fait plusieurs stades en Espagne, j'ai fait le Camp Nou, parce qu'on sait que tu es barcelonais. Voilà, le stade du Parc des Princes et en Italie, partout. Moi, j'ai été très, très bien accueilli en Europe. Partout où je suis allé couvrir des matchs ou faire des interviews avec nos joueurs de l'équipe nationale, sauf même en Tunisie ou au Maroc, c'est plus structuré. Il y a une porte spéciale pour les médias. Tout est fait en sorte pour bien accueillir la corporation. Après, en Algérie, tout dépend du stade. Moi, forcément, quand je pars au stade du 5 juillet, je sais que j'aurai pas, a priori, pas de problème pour couvrir mon match ou pour faire les interviews. Après, Voilà, donc après, si je pars à Boulourine, par exemple, au stade Omar Hamadi de Boulourine, ou bien si je pars encore plus le stade qui est le pire des stades en Algérie, le stade du 20 août, tu peux pas travailler. C'est que déjà, tu dois y aller 2 heures ou 3 heures avant le match, suivant l'importance de la partie. Donc, si c'est un derby ou si c'est un match important, si le match débute à 17h, tu es obligé d'être là-bas à 13h. Tu as déjà d'emblée les forces de l'ordre qui, logiquement, ce n'est pas eux qui organisent la sécurité et tout ce qui va. Des supporters qui se mettent dans la tribune de presse. Voilà, on n'en parle pas de ça. Donc, ça, c'est courant, donc il n'y a pas de souci. Mais après, pour répondre aussi à Amine qui parlait un petit peu des journalistes qui insistent sur le fait d'interviewer les joueurs sur la main courante, sur le terrain. Après-match, sur le terrain, dans les vestiaires. Je t'explique. Moi, je bossais pour le buteur et à un moment donné. Si toi, tu fais genre, tu es le journaliste le plus professionnel du monde, tu respectes les consignes, tu attends la conférence de presse. Interview. Tu feras rien du tout. Et entre-temps, la concurrence, elle fait son travail. Donc, Amine parlait de compétition. Moi, je t'explique, avant de quitter le buteur il y a 5 mois de cela, durant les 10 dernières années, je me levais le matin, la première chose que je faisais, c'est lire compétition pour voir qu'est-ce qui a été rapporté, pour voir est-ce que j'ai pas loupé une info ou s'ils nous ont pas devancé par telle ou telle info. Et c'était pareil quand j'étais à compétition, donc je visais le buteur pour voir est-ce qu'ils nous ont dépassé par ci ou par ça. Donc je parle de moi-même parce que j'essaie de faire mon travail le plus convenablement du monde. Et Dieu merci, alhamdoulilah, les gens peuvent un petit peu, quand on parlait des journalistes, c'est vrai qu'en Algérie, il y a 1 milliard de journalistes. Je pèse mes mots, 1 milliard. Donc, à un moment donné, chaque jour, il y a un journaliste qui sort. C'est bien. Je ne dis pas que ça doit être limité à tel ou tel. Mais à un moment donné, ça doit être structuré. On est bien d'accord que c'est-à-dire les coachs, on a les mêmes difficultés que les journalistes finalement. Bah oui, parce qu'on ne dispose pas des infrastructures qui nous permettent de développer nos professions. Ça, c'est déjà un rapprochement que je voulais évoquer parce que c'est vrai que les infrastructures, je le dis, ça fait 15 ans, moi, que le problème des infrastructures, c'est le problème numéro 1. Parce que si on avait des stades avec des conformités des normes mondiales, je suis persuadé que les journalistes ils seraient bien reçus, qu'ils feraient des interviews sérieusement,
qu'il y aurait des cellules de communication sérieuses. Donc, j'ai beaucoup d'espoir sur l'ouverture des stades parce que Victor, en Algérie, ils sont en train de faire des stades magnifiques, mais ils tardent à venir. Et je pense que ça va pas mal régler le problème, ça. Quand tu parlais un petit peu aussi des conditions et même, pour revenir à Amine, à un moment donné, c'est vrai que l'USMA a voulu être peut-être, était ou reste le club pionnier au niveau de la méthodologie de travail imposée un petit peu au niveau de la communication et des médias, mais ça reste que c'est aussi le job de la Ligue, hein, pour mettre bien les choses au clair. Quand la Ligue de football professionnel, quand elle impose à tous les clubs de l'élite à ce qu'il y ait une conférence de presse après chaque match, là, automatiquement, les journalistes vont s'habituer et on évitera un maximum d'altercations, si je peux parler d'altercations. Donc, à un moment donné, j'ai remarqué ces dernières semaines que la Ligue, par exemple, si on parle de la Ligue algérienne, la Ligue de football professionnel ici en Algérie, a imposé à tous les clubs de la Ligue 1, la Ligue 1, donc d'organiser une conférence de presse des deux coachs. Ça, c'est obligatoire. Une obligation. Et ça, c'est récent. Donc, ça fait quasiment 1 mois ou 2 mois avant l'arrivée du corona. Donc, je pense et que ça, même autant de Qarabad, ils ont essayé de faire ça, ça n'avait pas marché. D'ailleurs, juste pour te dire, Boualem Charef, par exemple, et même, je pense, à Abdelkader Yares, c'était 2 entraîneurs qui ne me parlaient jamais. Moi, j'étais journaliste à cette époque, ça ne me plaisait pas. Après, une fois, j'ai discuté avec Boualem Charef, il m'a dit, tant qu'il n'y a pas de conférence de presse, moi, j'accepte pas qu'il y ait 20 journalistes qui me tendent leur micro. Ce n'est pas bien pour le journaliste parce qu'il souffre. Mais je ne suis pas d'accord avec lui, Amine. Du moment, Amine, dans ce cas-là. Juste pour te dire, hein, pour finir, moi, je finis juste. Donc, pour te dire que l'entraîneur, il se plaint du manque d'organisation. Le joueur, il se plaint du manque. Le joueur aussi. Après, le journaliste aussi, parce qu'il préférerait évidemment faire une conférence de presse au lieu de tendre le micro à un entraîneur, alors qu'il y a 30 journalistes derrière lui. Et pour te dire, la Ligue, maintenant, a décidé de sévir. Mais je pense que pour revenir, comme dans beaucoup d'autres aspects, les dirigeants du football algérien ont une grande part de responsabilité. Les présidents, les dirigeants, c'est des gens qui s'en foutent, c'est des gens qui ne font rien parce que tu me dis la Ligue a imposé ça, mais est-ce que tous les stades ont des conférences de presse? Certes, les conditions ne sont pas idoines pour parler aux médias ou tout ce qui en suit. Mais à un moment donné, tu as accepté de travailler dans ce climat. Moi, je le dis, hein, et Nabil est bien présent avec nous. C'est un coach qui vit en France, donc il connaît mieux que peut-être que la plupart des coachs en Algérie ce qui se fait en Europe. Mais quand il accepte de venir travailler en Algérie, quand il prend le RCK ou le NED ou je ne sais quel club, à un moment donné, il sait qu'il ne trouvera pas les mêmes conditions qu'en Europe. Donc, à un moment donné, il doit s'adapter à ça. Quand on accepte d'aller travailler en Algérie ou en Afrique, hein, d'ailleurs, quand quelqu'un accepte d'entraîner la sélection du Cameroun ou ailleurs, à un moment donné, avant d'y aller, il doit se poser des questions. Est-ce que je vais m'adapter là-bas? Est-ce que je… Oui, ça, tu as tout à fait raison. Il faut s'adapter à l'environnement. Ça, tu as tout à fait raison. Donc, pour Boualem Charef, Nabil, pour Boualem Charef, moi, je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'il faisait, la façon comment il narguait les journalistes, et ça crée tout le temps des tensions. À un moment donné, quand tu acceptes de faire partie du football, et on sait très bien que le football, notamment le football professionnel, nécessite une médiatisation, automatiquement, tu dois, avec tout le respect que j'ai pour lui, te familiariser avec le contexte et un minimum donner de la considération aux journalistes. Ça reste mon point de vue. Voilà. Non, mais ça, tu as tout à fait raison. Victor, on en discute souvent. C'est-à-dire que nous, on a l'obligation parce qu'aujourd'hui, on est employé par les supporters. Parce que moi, je le dis souvent. Je le dis parce que les supporters, ils viennent, ils paient leur ticket. Les médias, ils vendent des journaux. Ceux qui les achètent, c'est souvent les supporters. Et donc, c'est une manne financière qui permet au club de fonctionner finalement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Même si les entraîneurs n'ont pas grand-chose à reprocher à beaucoup d'entraîneurs, mais les joueurs, on a beaucoup de choses à leur reprocher, surtout dans le championnat algérien, dans le sens où il ne sait pas que ça fait partie de son boulot. Moi, j'ai dit à des joueurs de l'USMA, j'ai dit sans les citer, j'ai dit à un moment donné à des joueurs de l'USMA qui refusaient de venir à la zone mixte,
qui préféraient s'enfuir du côté du cabinet médical du club et le restaurant pour pas que les journalistes les voient. Moi, j'étais très solidaire avec les journalistes, même si ça se voyait pas. Et j'acceptais pas que le joueur fuit la presse, passe par la presse et ne fait pas de déclaration. Mais j'organise pas de zone mixte pour rien. Ce que je disais aux journalistes, aux joueurs, si tu as accepté, si tu joues à l'USMA, voilà. Accepte. À un moment donné, quand tu choisis d'opter pour l'équipe nationale algérienne, tu sais très bien que tu vas faire, même si pour certains ils vont dire que la presse algérienne est difficile, il faut voir aussi la presse en Italie, en Espagne ou même en Afrique, au Cameroun et ailleurs. Donc ça démonte. Ici, je pense, moi j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'à la presse écrite au buteur où on couvrait quotidiennement l'actualité de l'équipe nationale, je peux vous dire qu'on a plus protégé nos joueurs que ce qui se fait à l'étranger. Donc, à un moment donné, quand tu choisis, par exemple, de venir en Algérie, tu sais très bien que tu dois répondre aux médias, que tu dois parler à ce peuple-là, pas uniquement venir… Non, mais dans ce cas-là, sois coiffeur. Si tu es coiffeur, personne ne va te tendre un micro pour faire une déclaration. Sois coiffeur, soit je vais travailler dans un restaurant, quoi. Personne ne te va te demander. Là, je vais poser la question à Victor, parce qu'il faut lui donner un peu de temps de parole. Victor, qu'est-ce que tu en penses un peu, toi, par rapport aux interviews que tu peux faire avec des joueurs de clubs professionnels, des entraîneurs, tout ça, les conditions un peu d'interview, comment ça se passe? Est-ce qu'ils appellent directement les joueurs ou il faut appel à la cellule de communication? Explique-nous un peu comment ça se passe ici. Moi, honnêtement, je pense que j'ai moins d'expérience, même si j'ai eu mon expérience principalement en France, de la France avec Marseille ou d'autres clubs. Mais par exemple, moi, en Ligue 2, en fait, pour vous citer mes expériences, en Ligue 2, moi, à un moment, pour le Vaucluse Matin, j'avais dû faire un entretien avec Romain Philippoutot, qui joue à Nîmes, en fait, qui est un Vauclusien. Donc, du coup, on s'était dit, on va se rapprocher de lui pour un truc. Et un ancien joueur à moi. Et ouais, il a fait le Pontet, Perne. Et bon, voilà. À l'époque, il était à Auxerre. Il était à Auxerre en Ligue 2. C'était après Lorient. Et donc, même en Ligue 2, et ça a été le cas aussi, j'ai interviewé Johan Carasso, le frère de Cédric Carasso, qui est aussi gardien, et qui jouait au Stade de Reims à l'époque en Ligue 2 aussi. Les 2 fois en Ligue 2, c'était impossible pour moi de les joindre par téléphone. Je veux dire, c'est symbole des joueurs en Ligue 2, c'était relation mail au club, réponse de l'attaché de presse, je vous tiens au courant à l'après-midi, et en 2 heures, j'ai pu avoir quand même l'entretien. Donc, en fait, tout ça pour dire que même en Ligue 2 française, le niveau de structuration, et je pense que jusqu'en national, c'est pareil, il est impeccable. Enfin, voilà, ça permet de travailler dans des… C'est rien… En fait, ce que je soulève en Algérie, c'est que quand je vous entends, c'est le problème, c'est que la ferveur, en fait, en Algérie, elle est telle, voire supérieure à des pays en Europe comme la France, l'Allemagne. C'est l'Argentine chez nous, ouais. Qui eux ont les moyens, en fait. Il n'y a pas les moyens, en fait, dans les clubs. D'imposer ça, mais pourtant il faut répondre à une demande qui est… Mais Victor, je te coupe la parole. Il n'y a pas les moyens, mais il y a les moyens humains. Il faut se dire que 99% de la population algérienne aime le football. Oui, ça, il faut que tu le saches. Juste pour rebondir du coup sur ce que disait Saïd, puisqu'apparemment en fait du coup il y a plus d'argent, tu avais l'air de dire que ces dernières années il y avait de l'argent qui était injecté. Donc après, voilà, c'est la question toujours la même de savoir comment réinjecter cet argent, de quelle manière et comment il est réparti en fait. Quoi. Exactement. Mais voilà, après, on en vient toujours finalement aux mêmes problématiques en fait. Après, je vais prendre un petit peu la parole pour parler un petit peu de mes expériences parce que Victor, tu fais bien de souligner le rapport que tu as avec les clubs de Ligue 2. L'avantage peut-être que la Ligue 2, il n'y a pas peut-être cette ferveur qu'il y a ou les demandes qu'il y a évidemment, un club comme le PSG ne suscite pas, plutôt un club de Ligue 2 ne suscite pas l'intérêt comme celui du PSG, par exemple. Et même comme un club de Ligue algérienne, en fait. C'est pour ça que c'est là où voilà. Voilà. Même aussi pour parler un petit peu moi, j'ai pu contacter des clubs assez réputés en Europe où aussi j'avais des fois des réponses en 48 heures, 24 heures, 48 heures. Des fois, j'avais pas de réponse du tout. Après, ça dépend de l'importance du club en Europe. Donc, à un moment donné, moi, je voudrais juste raconter une anecdote puisque j'ai eu le privilège d'interviewer pas mal de joueurs
de stars un petit peu, des stars internationales. Donc, à un moment donné, j'ai pu poser la question, par exemple, à Iniesta. Je suis parti l'interviewer en 2012 à Barcelone. Ma première question, hors interview, avant de nous mettre en place, je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que tu étais étonné, et tout ça pour revenir à ce qu'il disait tout à l'heure, Amine, hein, est-ce que tu étais étonné de savoir qu'un journaliste algérien, toi qui es à ce moment-là, en 2012, était au top de sa forme hein, avec le Barça et l'équipe d'Espagne. Hein. Donc, l'interview, c'était en mois de mai 2012, donc c'était un mois avant la Coupe d'Europe, où il a été élu notamment meilleur joueur du tournoi. Donc, je lui pose la question toute simple. Est-ce que tu étais surpris et étonné de voir qu'un journaliste algérien t'a sollicité pour une interview, sachant que pour l'interview, on va essentiellement parler de football et faire le rapprochement, du moins, avec l'Algérie. Et bien, sa réponse m'est restée un petit peu dans la mémoire, puisqu'il me disait ça ne me surprend pas, puisque autant en tant que joueur du Barça, je suis amené à m'exprimer et à m'adresser à tous les nations ou à tous les supporters là où ils se trouvent. Donc, il m'a dit que je sais qu'en Algérie, au Maghreb, je sais qu'il y a pas mal et beaucoup de supporters du Barça. Donc, il est de mon droit, en tant que joueur professionnel, de m'exprimer à cette frange de supporters et voilà, de leur parler, de me rapprocher de cette partie de supporters et de cette partie du monde. Donc, à un moment donné, dans sa tête, il était tellement, je ne sais pas, formé ou bien imprégné du rôle des médias dans le rapprochement qu'il y a entre… Voilà, exactement, qu'il y a ce rapprochement entre lui et les supporters là où ils sont, donc pas uniquement en Espagne ou pas uniquement en Europe, mais même en Afrique ou au Maghreb ou en Algérie. Donc à un moment donné, le gars était très professionnel. Quand on parle de marketing en Algérie, et même l'USMA, elle est aussi pionnière dans cela, quand on parle de marketing, tant qu'il y a le marché parallèle qui continue… L'informel et plutôt l'informel. Donc à un moment donné, tout ce qui est marketing et ce qui va avec, ça suit pas, ça peut pas suivre. Donc à un moment donné, il faut que ça se règle. Tout ce qui peut constituer un obstacle au marketing et à la communication doit être organisé et structuré pour pouvoir permettre à ces clubs de progresser et d'avoir leur propre… Mais déjà, Saïd, ça tu as raison. Mais dans l'immédiat, c'est-à-dire, on en discutait vaguement hier avec Amine, en tout honneur, il disait que il y a des choses, il y a un potentiel à faire, il y a des bénéfices et des richesses à créer. Après, derrière, ça va venir parce que le supporter aujourd'hui, il aime son club. Si on le persuade que d'acheter un maillot dans une boutique de l'USMA ou ailleurs, c'est plus bénéfique pour son club que d'acheter un maillot ailleurs, il va expliquer à Amine, on peut commencer à avancer doucement et après les résultats, on les aura plus tard. Justement, Nabil, en ce qui concerne le marketing, quand on parlait de cette affaire du Barça et de Iniesta, cette anecdote de Saïd, le marketing, ce n'est pas seulement le merchandising, c'est-à-dire l'achat des maillots et des produits dérivés, etc. Moi, personnellement, pour vous faire un aveu, durant la semaine du derby, Usman Mouloudia, que tout le monde connaît, Victor, en tant que journaliste français, il doit connaître ce derby. Et si ça se trouve, il s'est déjà intéressé à cette rencontre. Moi, pendant la semaine ou les 10 jours qui précèdent le derby, j'ai toujours donné l'avantage aux médias étrangers plus qu'aux médias algériens. Je te dis la vérité, que tout le monde m'excuse, mais je cherchais aussi l'image et le marketing de l'USMA et de ce match, contrairement à l'année qu'il a tout le temps reporté ou mis à huis clos, et qui s'en fout un peu de l'aspect marketing de ce derby. Mais moi, en voulant le protéger, en voulant le propager en dehors de l'Algérie, et d'ailleurs aujourd'hui, c'est un derby qui intéresse les médias arabes et qui intéresse les médias français. Sans foot, on a parlé, qui est une référence. Quand on est venu faire un reportage, Canal+ est venu faire un reportage ici. Et pour ne citer que cela, l'année passée, il y avait même des journalistes kenyans
des journalistes kenyans qui étaient venus faire la couverture de ce derby. Il y a eu aussi des journalistes américains, des presse britanniques, allemandes, exactement, pour te dire. Après, moi, je donne aussi l'avantage à ces médias étrangers pour le marketing. Après, pour tout ce qui est merchandising, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Mais tu as raison. Donc, il faut que le système en Algérie, d'une manière générale, politique et économique, doit changer pour que ça arrive chez le club de football. Mais pour ce faire, il faut aussi que certains dirigeants changent de mentalité. Mais après, Amine, on a discuté. On pense à certains aspects qui, pour le moment, malheureusement, y compris l'USMA, l'USMA aurait pu, vu le standing de leur ancien propriétaire, on aurait pu faire beaucoup mieux. Non, c'est clair. Mais après, Amine Saïd, même Victor, l'interrogation qui est simple, on est d'accord que le football, la priorité dans le football, c'est sa gestion. C'est sa gestion dans tous les secteurs administratifs, sportifs, etc. C'est sa politique à mener un projet à terme. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent, c'est la compétence qui va venir pour faire tous ces projets. Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'aide, c'est là où il y a des investisseurs qui vont pouvoir venir et mettre en place toutes ces choses. C'est pour ça que je pense qu'on peut positiver avec l'arrivée des stades, avec l'arrivée de nouvelles mentalités. Ces choses peuvent être mettre en place à l'avenir. Pour faire simple et laisser un petit peu la parole à Victor, moi je pense qu'en Algérie, tu parles de l'argent, tant que l'État, tant que les pouvoirs publics continuent à aider les clubs algériens à les financer sous n'importe quelle couverture. C'est un gros problème, ça. Tant que ça restera en vigueur, le football en Algérie ne progressera jamais. Voilà. On est d'accord. Victor, je te laisse la parole. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais c'est vrai que quand Amine parlait de la ferveur dans les derbies et tout, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou, qui a l'air assez fou. Moi, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup assister à un derby un jour d'Alger parce que ça a l'air assez fou, quoi. J'avais vu d'ailleurs le Mouloudia contre l'USMA. J'avais vu le reportage de Canal, du coup, je crois que comme tu disais, c'est Cantona qui avait fait ça. Et c'est vrai que c'est incroyable parce qu'il y a un tel potentiel en fait en termes de ferveur et de même si on parle simplement sur l'aspect marketing, au niveau de la demande et du public à toucher, c'est incroyable, quoi. C'est une vraie force en fait, qui devrait pouvoir servir à pousser tout le football algérien vers le haut. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que cette ferveur-là, elle existe, mais on est aussi tous d'accord, je pense, pour dire qu'il n'y a pas en face, la répercussion, elle n'est pas l'image du football algérien, du coup, que renvoie le football algérien à travers au-delà des frontières européennes et tout, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être, en fait. Ça, c'est sûr, au niveau des structures. Moi, je pense que Victor, c'est-à-dire il faut remettre les contextes à leur base. Je pense que les gens n'ont pas conscience du potentiel que l'Algérie peut véhiculer. On a juste à voir en 2014 la Coupe du Monde qu'on a faite. Médiatiquement, ça a été incroyable. Ça a été incroyable parce que on a parlé de l'Algérie dans toute la planète. L'Algérie, c'est devenu une grande nation du football. Et après, derrière, je pensais qu'après 2014, il y allait avoir une prise de conscience collective où on allait mettre en place les gens qui étaient à leur place, mettre en place des gens qui étaient compétents pour pouvoir mener ce projet à terme. Et on l'a pas fait. Et aujourd'hui, on gagne la CAN. Et j'espère, parce qu'on va conclure, parce que ça fait déjà pas plus d'une heure qu'on est en train de discuter. Et j'espère, Amine, Saïd et Victor aussi, parce que j'aimerais avoir l'occasion de l'inviter pour voir un derby USMA-MCA. Et j'espère qu'on va prendre conscience du potentiel qu'on a. On a gagné la CAN, mais maintenant, il faut s'occuper des vraies préoccupations, de regarder le football en Algérie. Et le potentiel, il existe, il est là. Et développer tout ce potentiel avec les gens compétents, les gens où il faut. Et les grands gagnants, ce sera la population algérienne et aussi tous les acteurs économiques autour de ce projet commun. Voilà, je vous laisse terminer, Amine, Saïd et Victor, et après on clôturera, je vous libérerai. En plus, on fait le ramadan certains et c'est bientôt l'heure. Donc, je vous laisse la parole. Vas-y, Saïd, je te laisse conclure. Écoute, pour résumer, je pense que je l'ai dit même hier à Amine quand il m'a parlé
du débat, il me disait qu'on n'aura que 40 minutes pour en parler. Je lui disais, il nous suffira peut-être plusieurs heures et ça va pas 1h10, 1h10 Voilà. on a parlé, ça va. On peut parler toute la journée et on ne va pas s'en lasser. Donc, quand on C'est un parle plaisir, c'est un plaisir, ça y est. évidemment, c'est la passion qui nous réunit. Moi, pour faire court et pour résumer les choses, évidemment qu'il y a pas mal à faire ici en Algérie et on l'a vu, le potentiel, quand on parle de footballeur intrinsèque, le talent, il n'y a pas de doute là-dessus. Que ce soit les Algériens, les joueurs plutôt qui sont issus de l'Algérie ou même ceux qui sont à l'étranger, donc automatiquement, il y a de la patte. On peut encore gagner plusieurs Coupes d'Afrique et même, je pense qu'avec cette génération, faire bonne figure. Moi, je pense quand on bat la Colombie avec la façon qu'on l'a faite au mois d'octobre dernier, donc à un moment donné, voilà, le rêve est permis. Et pour conclure, j'étais ravi justement d'être avec vous présent à cette réunion, à ce débat-là. On a vraiment parlé, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, le temps est passé très vite. Donc, j'espère retrouver déjà. Amine, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc vas-y. Ouais, je te jure. Donc, merci Saïd. Voilà, merci à vous et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Amine, je te laisse la parole. Bah écoute, je te remercie déjà pour cette initiative, franchement, de nous avoir déjà regroupés comme ça. Et puis parler football, Dieu sait à quel point ça me manque. Saïd est toujours dedans, et puis toi aussi un peu, mais moi, ça commence vraiment à me manquer avec ce confinement, avec le fait que j'ai quitté un peu le monde du football pour une période que je ne sais pas de combien sera cette période. En tout cas, ça m'a permis de replonger un peu dedans. Hier, on s'est appelé hier pour 10 minutes, Nabil, mais on a parlé, je pense, pendant 1h30 aussi. C'est ça. Et puis, écoute, c'est une bonne initiative, j'espère. Puis ça fait plaisir aussi de connaître Victor avec ses analyses pointues et tout. Il nous a aussi donc il nous a aussi ouvert les yeux sur certaines choses. Puis Saïd, qui n'est pas présenté hier en son absence, on a dit que qu'il faisait partie des meilleurs journalistes aujourd'hui en Algérie de football et de sport. Donc voilà, j'espère que ce sera pas la dernière fois et j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres occasions. Et puis ça haftorkom et puis une bonne soirée quoi. Merci, avec grand plaisir. Victor, je te laisse la parole pour conclure. Bah non, mais pareil, hein, merci beaucoup Nabil pour cette invitation et c'était un honneur de discuter football avec vous. Après, c'est un très grand plaisir d'avoir discuté avec vous pour éclairer un peu les relations médias-entraîneurs. On est tous dans le même sac, hein, on aime tous le football, on veut le développement du sport en général et surtout le football. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et voilà, j'ai voulu par cette vidéoconférence montrer un peu les difficultés que les journalistes, notamment algériens, ont parce que je le vois à travers tous les stades que j'ai pu côtoyer parce que j'ai quand même entraîné pas mal de clubs en Algérie, donc je suis conscient des difficultés que les journalistes ont et aussi je défends ma corporation parce que je pense que les entraîneurs aussi, on est comme vous, on est dans la difficulté, dans aussi l'incompréhension. Et c'est bien de communiquer parce qu'aujourd'hui, avec tous les médias, les gros médias qu'on a, avec Twitter, avec Instagram, Facebook, je pense que la communication, elle doit être encore plus ouverte entre les entraîneurs et les journalistes. Et ça m'a donné l'occasion d'échanger avec vous. Donc, je vous remercie énormément. Ah bah, à la prochaine. Et Sarah Torkoum, je vous souhaite bon appétit. Et Victor, je t'attends pour manger les bourrecs de madame, hein, parce que tu dois passer normalement me voir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bon appétit. Allez, très bientôt. Merci. On se fera ça une prochaine fois sur d'autres sujets. C'est bon. À bientôt. Allez, bon Ramadan. Ciao. Ciao. Allez.